Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller où ce soir j'ai le plaisir de recevoir Valérie Perrin et Tess Lauvergne. Bonsoir mesdames, comment Bonjour, allez-vous? ça va, merci. Alors je vous reçois parce que 3 est sorti en audiolib, alors le voilà, il est là, je vous montrerai l'audiolib, parce qu'il était sorti chez Albin Michel en grand format. Gros, hein, vous avez de quoi lire, merveilleux, fantastique. Donc, Valérie, est-ce qu'on vous présente? Je ne suis pas sûre, tout le monde vous connaît. Tess, un peu moins, donc c'est votre fille, elle est comédienne et c'est elle qui a enregistré l'audiolib. Alors, ma première question peut-être va être pour vous deux. Qui a choisi, qui a demandé est-ce que Valérie, vous avez demandé à votre fille de lire expressément ce texte ou c'est Tess qui a voulu? Parce que je sais que Tess avait déjà lu un de vos livres sur scène. Ouais, c'est incroyable. La toute première fois, Toute première changer fois, des fleurs. oui. C'était au théâtre. On avait fait ça au théâtre Oui. et c'était une lecture que tu Oui. avais organisée Oui. avec, Emmanuel Noblet avec Emmanuel et Noblet. Marianne Denicourt. Mais surtout, 3, c'est toi qui as eu la primeur. Un après-midi, elle est arrivée ici et je lui ai dit Tess, est-ce que tu veux entendre les 50 premières pages de mon roman? Elle s'est assise à côté de moi. Ouais. Moi, j'étais complètement flippée parce que c'était compliqué d'écrire après Changer l'eau des fleurs par rapport à la personnalité de Violette. Et tu te rappelles, je t'ai lu les 50 premières pages et tu m'as dit Et j'ai mon pas Dieu. eu la suite. La suite était même pas écrite en fait, donc c'était tellement frustrant. C'était un truc de dingue. Et en même temps, dans son regard, j'ai compris que je tenais c'était quelque génial. chose. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a beaucoup portée, Tess, vraiment, pour ce 3e roman. Elle me disait tous les jours, oublie Violette, maman, je te jure, c'est vachement bien, 3. Ouais. Et alors, 3, c'est votre 3e roman. Est-ce qu'il y a un rapport avec le titre ou est-ce qu'on part sur autre chose? Moi, j'irais beaucoup plus loin. Est-ce que ça a un rapport avec peut-être Indochine aussi? 3? Est-ce que... Il y a un rapport, en fait. 3, c'est d'abord, c'était un seul mot par rapport à Les oubliés du dimanche, Changer l'eau des fleurs. Donc 3, d'un coup, on coupe. C'est 3 amis et ils sont dans l'essentiel. C'est vraiment les 3 personnages qu'on va suivre tout le temps, sur 30 ans. Et 3, c'est aussi un hommage à Indochine, le fameux album numéro 3, où il y a 3 nuits par semaine, Tes yeux noirs, etc. etc. Alors justement, j'allais dire, cet album 3 d'Indochine a été l'album de la consécration pour Indochine et de la maturité. Est-ce qu'on peut dire que 3, votre roman, est... alors on vous souhaite la consécration, bien sûr, et est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un roman de la maturité, quelque part? Là, c'est pas moi qui peux répondre à cette question. Ça, c'est vraiment mes lecteurs. Alors, il y a 3 personnages principaux, sans trop dévoiler, hein, parce que je sais que les lecteurs n'aiment pas trop quand ils n'ont pas lu. Il y a 3 personnages, il y a Nina Beau, Étienne Beaulieu et Adrien Bobin. Alors aussi, il y a les 3 B, on pourrait dire qu'il y a les 3 B? Ouais. C'est voulu ça aussi, qu'ils aient tous les 3 un nom qui commence par B? Forcément, puisqu'ils se rencontrent le jour de l'appel dans une cour de classe, en CM2, et parce que leur nom de famille commence par le même prénom, ils Par sont la même lettre. par la même lettre, qu'ils sont appelés dans la classe, où ils n'ont pas envie d'aller, mais en même temps, où ils vont se retrouver. Et c'est Nina qui va prendre les 2 garçons par la main. Ouais. Et alors, Tess, vous, quand vous avez lu la suite, parce que bon, vous avez eu le début, mais après, quand vous avez lu, est-ce que tout de suite vous êtes dit, j'ai envie de lire le texte à haute voix? Ah oui. En fait, j'avais déjà lu au théâtre Changer l'eau des fleurs, des extraits de Changer l'eau des fleurs pour la lecture, et j'avais réalisé à ce moment-là que j'adorais ça, lire à voix haute, ce que je ne savais pas à la base, parce qu'en fait, quand on est comédien, on n'a pas forcément l'idée de cet exercice-là. Et du coup, en fait, comment est-ce que je me suis retrouvée à lire 3? C'est la personne de chez Audiolib qui t'a envoyé un message pour te dire est-ce que vous avez une comédienne préférée? Et elle a dit yes, évidemment. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée à Albin Michel, à le lire. C'est Rosa de chez Albin Michel qui m'a dit est-ce que vous avez une comédienne? Évidemment que j'en ai une. Et est-ce que c'est une pression supplémentaire de lire le texte de sa mère? Alors, c'est une pression supplémentaire parce qu'on attend beaucoup de vous, mais c'est tellement génial. En fait, le truc, c'est que c'est les textes de maman, je t'appelle maman, Ouais. les textes de Oui. maman, en fait, je les comprends profondément parce que je les comprends au fond de moi-même parce que je la connais du coup très bien. Enfin, c'est la personne que je connais le plus dans le monde. Donc, en fait, je les ressens au plus profond de moi-même. Donc, c'est à la fois une pression et à la fois le meilleur texte à lire pour moi. Parce que
voilà, je l'entends, je le comprends, je le capte et j'essaye de la défendre, en fait, de défendre son texte en le disant aux autres. Mais moi, je vous rejoins parce que j'avais lu le livre papier et quand je vous ai écouté, parce que j'ai fait la lecture, je trouve que ça apporte un éclairage particulier sur certains passages. Ah, Parce que d'accord. quand on ne lit pas et qu'on écoute, on a une autre, on se dit, ah tiens, je ne l'avais pas imaginé comme ça finalement dans ma tête. Et à l'intonation de votre voix, il y a des choses qui se passent. Et ça, je trouve ça c'est très intéressant. C'est pour ça que j'adore dire quand quand je présente les rencontres audiolib, ne le lisez pas, écoutez-le. Parce que je trouve que l'écoute apporte de la profondeur au texte. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous en écoutez, vous, de votre côté, des livres audio? Je ne sais pas. Mais Moi, ça m'arrive dans des grands voyages, des polars. hmm. Ça me projette, comme on écoutait dans le temps les feuilletons à la radio. Alors, il y a aussi une intrigue dans votre roman qui a un fil rouge. Et je me suis dit, tiens, alors, pour ne pas effrayer les lecteurs, il fait 667 pages. On a évité le 666. Et il y a quand même 18h11 18h11 d'enregistrement, Tess. Ça a représenté combien, vous, en temps? Combien de temps vous avez passé à enregistrer? Je pense quelques heures de plus, mais pas tant que ça. Je crois qu'on a enregistré 23 heures, je crois. Donc, c'était pas si long. En fait, on se reprend parfois, mais ça glisse. En fait, une fois qu'on y est, on bute un peu au début sur les premiers mots, puis ensuite, ça glisse. Tu me disais, Ouais, comme la lecture. Hein. Ça allait vite. comment il s'appelait le La monsieur? lecture. Jean-Paul. Et c'était au studio Calisson, pour pas les oublier, studio Calisson. Alors moi, j'ai une question précise pour Valérie. Oui. Valérie, votre personnage Nina, je crois que c'est au tout début, page 70, elle est dans un parc animalier avec son grand-père et elle a un traumatisme avec les animaux. Et Oui. après, elle va travailler dans un refuge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui. comment on peut être traumatisé par des animaux? C'est pas un traumatisme, c'est un trouble. Oui, Il y a quelque ouais. chose de l'ordre du malaise que j'ai ressenti moi-même. C'est un parc animalier que je connais très bien, qui est en Bourgogne, mais je ne pouvais pas mettre des mots dessus quand on m'a amenée dans ce parc toute petite. Mais je raconte exactement ce que j'ai vu, de mémoire, parce que vous savez, la mémoire, je vous détourne, mais je suis quasiment sûre de ça. Une panthère noire qui tient son bébé dans la gueule et qui essaye d'échapper à nos regards, et elle n'y arrive pas parce qu'elle est dans une espèce de cage ignoble en ciment, en béton, et tout le monde la regarde. Et je ne peux pas comprendre cela parce que j'ai 6 ou 7 ans. Je ressens au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose de l'ordre du terrible. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est encore terrible. Qu'on foute la paix aux animaux, et tous les animaux qui sont dans les zoos, dans les cirques, qu'on les laisse dans des sanctuaires, qu'on les laisse dans la nature, qu'on leur foute la paix. On n'a plus besoin, en 2021, avec les documentaires extraordinaires qui existent, d'aller les capturer pour en faire des bêtes à regarder. Donc, c'est vrai que je l'ai ressenti. Bien évidemment, quand on écrit, on ressent les choses. Et donc, c'est vrai que j'avais oublié ce moment de ma vie et que je m'en suis rappelée et que je m'en suis servie pour écrire ce moment-là dans 3. Donc c'était important qu'elle travaille après dans un refuge. Vous allez voir où je vais en venir. Quand quelqu'un est dans un refuge, c'est qu'en fait, moi, je suis marraine de ce refuge, dont je parle C'est pour concrètement, ça que je dis ça. clairement dans ce roman. Et en fait, dès que j'ai mis les pieds dans ce refuge le premier jour, je savais que je le mettrais dans un de mes romans parce que je trouvais que c'était extrêmement intéressant de voir d'abord les animaux abandonnés, les gens qui y travaillent, en quoi eux, ces gens qui y travaillent, ont été peut-être abandonnés aussi dans leur propre vie, pourquoi ils sont là, ils sont peut-être pas là par hasard, microcosme incroyable, milieux sociaux, culturels totalement différents, et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est extrêmement romanesque. Donc du coup, j'ai eu très 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 envie, de toute façon, je savais il y a très très longtemps qu'un de mes personnages travaillerait dans ce refuge. Et effectivement, j'ai beaucoup interrogé Maude, qui est la directrice du refuge dont je suis la marraine, qui se trouve à Guignon, en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Et elle m'a beaucoup aidée sur son quotidien. Alors, il y a toujours dans mes romans, toujours un parfum de vérité, mais aussi un parfum de fiction, parce que c'est un roman. Ça n'est pas la vraie vie, c'est ce que j'imagine. Mais il n'empêche que je connais très très bien ce refuge. Et c'est Alors, l'image de tous les refuges, je pense. moi, je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, si Nina travaille dans un refuge, elle a perdu, on ne va pas dire comment ni pourquoi, ni exploiter le mot perdu,
elle a plus ses parents, elle a perdu son grand-père, et je me suis dit, elle travaille dans un refuge, il y a une symbolique derrière ce refuge. On ne va pas travailler. Je pense que si Valérie Perrin met qu'elle travaille dans un refuge, il y a cette symbolique-là qu'on va se réfugier parce qu'on a besoin qu'on prenne soin des autres ou qu'on a envie qu'on prenne soin de soi. Voilà. C'est une métaphore, mais c'est une métaphore, mais dans mes 3 romans, mes personnages principaux sont des enfants qui ont grandi tout seuls. Justine, ses parents sont décédés quand elle était petite dans Les Oubliés du dimanche, elle a été élevée par ses grands-parents. Violette est née sous X dans Changer l'eau des fleurs, et Nina a été élevée par son grand-père maternel. Sa maman l'a déposée lorsqu'elle avait quelques semaines chez son papa, le grand-père qui va élever Nina. Donc bien évidemment qu'il y a chez moi une obsession de l'abandon et sans doute de ces enfants qui poussent tout seuls mais qui sont magnifiques. Alors, avant que Tess fasse sa première lecture, je voudrais dire que Valérie donc Perrin est la marraine de l'ADPA du refuge d'Annie-Claude Mignot. Ça prend exactement 2 minutes. Moi, cet après-midi, j'ai fait un don au refuge. Donc, ça prend 2 minutes. Vous pouvez y aller, on vous mettra les coordonnées du refuge. C'est très important. Et que Valérie sera en dédicace le 12 juin là-bas, de 11h à 14h, si je suis bien renseignée. Donc, voilà. Est-ce que Tess peut faire une petite lecture, la première? Elle met son petit casque. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Alors, je vous lis le début du roman. Ce matin, Nina m'a regardée sans me voir. Son regard a glissé comme les gouttes de pluie sur mon imperméable, juste avant qu'elle ne disparaisse dans un chenil. Il pleuvait comme vache qui pisse. J'ai entreaperçu sa pâleur et ses cheveux noirs sous la capuche de son ciré. Elle portait des bottes en caoutchouc trop grandes et avait un long tuyau d'arrosage à la main. De la voir, ça m'a fait comme une décharge électrique dans le ventre. 500 000 volts au bas mot. J'ai déposé 30 kilos de croquettes. Je fais ça chaque mois, mais je n'entre jamais dans le refuge. J'entends les chiens, mais je ne les vois pas, sauf quand un des promeneurs passe devant moi. Les sacs alignés les uns à côté des autres devant le portail de l'entrée. Un employé, toujours le même, un grand gars mal rasé, m'aide à porter mes lots de consolation jusque sous les inscriptions « Abandonné tue » et « Prière de bien refermer la porte derrière vous ». Chaque année, au moment de Noël, et juste avant les vacances d'été, mais jamais le même jour, je glisse de l'argent liquide dans la boîte aux lettres du refuge. De l'argent anonyme, avec Nina Beau au feutre noir sur l'enveloppe. Je ne veux pas qu'elle sache que cet argent vient de moi. Je ne le fais pas pour les animaux, je le fais pour elle. Je sais bien que tout ira dans les gamelles et les soins vétérinaires, mais je veux que ça passe par elle, sans laisser de traces. Juste pour qu'elle sache que dehors, il n'y a pas que des humains qui balancent leurs chatons à la poubelle. Il y a 31 ans, elle m'a regardée sans me voir comme ce matin. Elle sortait des toilettes pour hommes. Elle avait 10 ans. Chez les filles, c'était la cohue, et déjà, Nina n'aimait pas attendre. Son regard a glissé sur moi, et elle s'est fondue dans les bras d'Étienne. Nous étions au Progrès, le bar tabac des parents de Laurence Villard. C'était un dimanche après-midi. L'établissement était fermé, les grilles baissées. Ils avaient privatisé pour l'anniversaire de leur fille. Je me souviens des chaises retournées sur les tables, pieds en l'air les unes sur les autres, d'une piste de danse improvisée entre un flipper et le bar, des paquets cadeaux éventrés dessus, à côté des chips et des chocobéennes, des pailles jaunes dans des verres en carton remplis d'oasis et de limonade. Toute la classe de CM2 était là. Je ne connaissais personne. Je venais d'arriver à la Comelle, cité ouvrière du centre de la France d'environ 12 000 âmes. Nina Beau, Étienne Beaulieu, Adrien Bobin. J'ai observé leurs triples reflets dans les miroirs incrustés le long du comptoir. Ils avaient des prénoms démodés, d'ancêtres. La plupart d'entre nous s'appelaient Aurélien, Nadège ou Michael. Nina, Étienne et Adrien venaient d'entrer dans une enfance d'inséparables. Ce jour-là et tous les autres jours, ils ne m'ont pas vue. Nina et Étienne ont dansé sur Take On Me du groupe AHA tout l'après-midi, un maxi 45 tours, un morceau de 20 minutes. Les mômes de ma classe l'ont fait tourner sur la platine comme s'ils n'avaient pas d'autre titre. Nina et Étienne ont dansé comme des grandes personnes, comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. C'est ce que je me suis dit en les observant. Sous le stroboscope, ils ressemblaient à 2 oiseaux de mer dont les ailes sont déployées dans la nuit les soirs de grand vent, dont seul un phare lointain illumine les ailes et la grâce. Adrien est resté assis par terre, le dos collé au mur, pas très loin d'eux. Quand Cyndi Lauper a commencé à chanter True Colors, il s'était lancé pour inviter Nina à danser un slow. Étienne m'a frôlé.
Je n'oublierai jamais son odeur de vétiver et de sucre. Merci beaucoup pour cette lecture. Bon, je vais laisser le test débranché pour que Valérie puisse Ouais. nous entendre. Alors moi, je voulais vous remercier Valérie parce que c'est un peu ma génération, parce que moi je suis née en 74. Donc on repart dans notre adolescence, on a une bande originale qui est exceptionnelle. Mais j'ai envie de dire que votre roman, il est fantastique pour ça parce qu'il n'est pas que sonore, il est aussi olfactif. Et j'ai une question à vous poser. Ça représente quoi pour vous l'odeur du chlore? Voilà, alors, donc c'est pareil, la piscine dont je parle dans ce roman, c'est vraiment la piscine de mon enfance, c'est la piscine de Guignon. Et c'est l'odeur de la piscine. Et j'adore ça parce que c'est l'été pour moi. Il y a bien sûr l'été, je le dis plus tard, l'odeur des beignets, l'odeur de la plage, l'odeur de la mer, l'odeur de la crème solaire, de l'huile solaire. C'est très important. Ce sont des odeurs qui sont extrêmement importantes pour nous. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas partir au bord de la mer et qui n'ont pour vacances d'été que ces piscines de chlore en plein air, en plein ciel bleu, et que moi je les trouve personnellement absolument merveilleuses, ces piscines-là. Il y a aussi l'odeur de la craie et du blanc d'Espagne. Il y a tout. Il y a tout. Non, absolument. Est-ce que vous, Tess, ça vous a parlé, toutes ces références musicales parce que vous Et êtes plus jeune que nous, mais oui, mais j'ai la fille là juste à côté qui a tout à écouter. Donc, la piscine, je la connais, tout ce dont elle parle, soit j'en ai entendu parler, soit je l'ai vu, soit je l'ai vécu. Donc, et donc, et les musiques, oui, les références musicales, je les connais toutes très très bien. Ouais. est-ce que vous, Tess, vous avez des amis dont vous êtes inséparables comme les trois là, personnages de votre maman? Alors, j'ai grandi avec 3 amies avec qui j'étais inséparable. Nous, on était inséparables toutes les 4. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on a toutes, après le bac, on est toutes parties dans des lieux différents ou pas, mais on s'est éloignées forcément. Mais oui, j'ai grandi avec surtout une amie. On s'est rencontrés, on avait 6 mois, on était à la crèche ensemble. On s'est retrouvés en CP et on est devenus inséparables et on s'est séparés au bac et maintenant elle habite dans un autre pays, donc je la vois plus, mais on se donne des nouvelles. Mais en tout cas, on a grandi collés. Mais vraiment collés, soit chez elle, soit chez moi, tout le temps. Et on a tout vécu ensemble, on a tout découvert ensemble, on a fumé les premières clopes ensemble. Vous auriez pu être un personnage du livre, en fait. Et elles écoutaient Indochine. On écoutait Indochine. Ah. On écoutait La République des Météores quand on avait. Voilà, c'est ça qui m'a impressionnée aussi. Voilà. Ça m'a beaucoup impressionnée parce que je pense que c'est le seul groupe. Alors après, je sais que les jeunes connaissent très bien In Excess, Dépêche Mode, U2, Cure, ils savent très bien qui c'est. Hein. Ce sont des groupes intemporels, mais notamment Indochine, ça m'a beaucoup inspirée parce que quand j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Sirkis il y a 3-4 ans, j'ai réalisé que moi je l'écoutais quand on était môme, mais que mes propres enfants écoutaient leurs albums et que du coup ça durait sur le temps, sur les années, et que du coup ça avait marqué plusieurs générations. Est-ce qu'il a lu votre roman, Nicolas Sirkis? Oui, il a été un des premiers à le lire. Il a même reçu le manuscrit avant même que le livre soit sorti. Nicolas, c'était très important, d'autant que je lui dédie à lui et à mon frère Perrin, tous deux musiciens, et c'était important pour moi qu'ils le lisent très rapidement. Oui, absolument. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que donc Adrien, un des personnages, alors je balaye hein, pour un peu perdre un peu les lecteurs pour pas qu'ils se disent qu'on raconte trop. Lui, il va écrire un roman. Oui, il y a un roman dans le roman. Voilà, et il y a quelque chose de très intéressant que vous lui avez fait dire. Il est avec son éditeur, et c'est page 345, il lui dit « Je crois que dans tout roman, il y a une certaine vérité, des racines qui se nourrissent du réel, et que dans les autobiographies, il y a beaucoup de mensonges. » Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je trouve qu'elle est bonne, la définition. Oui, parce que je pense qu'il y a énormément de juste quand on se cache derrière le mot roman, et que je pense que derrière une autofiction, une autobiographie, on réinvente le passé, on réinvente notre histoire. Voilà, donc je suis quand même absolument sûre de moi sur ce coup-là. C'est comme Nina, pareil, Nina, vous lui faites dire qu'en lisant, elle dessine ses personnages et dans sa tête. Est-ce que vous dessinez vos personnages dans votre tête quand vous lisez? Alors, je ne les dessine pas dans ma tête, encore que je les vois. J'aime énormément écrire pour des gens auxquels je pense, et puis leur changer leur prénom ou leur nom. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand j'écris, je ressens. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr, je ressens. Si je dois écrire, si je suis une petite fille de 7 ans, j'ai 7 ans. Si je suis un vieux monsieur, une vieille dame, une jeune femme, j'arrive à retrouver ces sensations-là, alors que je ne les connais pas forcément. Je peux Mhm. retrouver la sensation de l'enfance, puisque je l'ai vécue. Je peux retrouver la sensation de l'adolescence, puisque je l'ai vécue, de la maturité, 30 ans, 40 ans. Et pourtant, j'ai pas encore 100 ans. Et pourtant, je peux complètement écrire à la place de quelqu'un qui aurait 100 ans. Je crois, vraiment. Ah oui? Dans mes artères, dans moi. Ouais, ouais. Je sais pas comment je fais. Hein. J'ai pas de recette. J'arrive à ressentir, en fait. Alors moi, qui avais lu vos précédents romans, je trouvais que ce qui était intéressant dans celui-là, je dis pas que ce ne sont pas intéressants, mais là, vous avez changé de style d'écriture. Je trouve que la rythmique est Il y a personne qui me le dit, ça, c'est dingue. Hein. La rythmique est très intéressante. Le fait que les phrases soient beaucoup plus courtes, c'est beaucoup plus impactant. Il y a une semaine, j'en revenais pas parce que j'ai pas fait attention. Mais en même temps, il y a toujours ton style à toi. Oui, il y a votre signature, ça c'est sûr, on vous reconnaît. Ça, elle a raison, Tess, là-dessus. Ça, c'est du coup, on rentre, alors que c'est quand même un livre, on va pas se mentir, sur l'amitié, sur les serments, sur l'attachement, et puis vous balayez tous les problèmes. Il y a la mort, il y a l'avortement, il y a la maladie. Vous faites un balayage qui est complet et c'est extrêmement bien construit. Alors, je disais qu'on pourrait passer des heures à décortiquer votre livre. Bon, là, on n'a qu'une heure, donc c'est compliqué, mais il y a aussi des phrases assez profondes, parce qu'il y en avait une qui m'a marquée, je crois que c'est Nina qui dit ça. Ma mère m'aura laissé en héritage le vol. C'est terrible. Et alors justement, est-ce que vous, Valérie Perrin, vous voliez du courrier? J'avais juste envie de vous poser cette question. Non. Quand je réfléchis, j'ai pas fait ça, mais je l'ai dit, je me suis inspirée d'un film de Chabrol, je crois que c'est Poulet au vinaigre, où Stéphane Audran, femme handicapée, acariâtre, méchante, jalouse, dont le fils est un petit facteur de province. Elle ouvre le courrier pour regarder, mais alors elle est très malveillante. C'est plutôt pour connaître les secrets de telle ou telle personne, qui couche avec qui, etc. Alors que un de mes personnages dans le roman vole le courrier, mais parce que ce personnage recherche quelque chose de très précis et c'est pas du tout malveillant. C'est un truc d'enfant et c'est un truc de curiosité et surtout, on le découvre Ouais. bien plus tard, elle attend une lettre. Alors, est-ce que Tess, vous pouvez nous faire la deuxième lecture? Vous m'entendez bien toujours? Toujours. Les trois se sont rencontrés 10 mois plus tôt dans la cour de l'école primaire Pasteur, le jour de la rentrée en CM2. C'est l'âge où c'est le bordel, l'âge où les enfants ne se ressemblent plus. Grands et petits, puberté, pas puberté, certains ont l'air d'avoir 14 ans, d'autres 8. Les deux classes de CM2 sont rassemblées dans la cour. Devant une soixantaine d'élèves, l'institutrice, Madame Bléton, et l'instituteur, Monsieur Pi, font l'appel côte à côte. C'est le matin où l'on connaît les coups du hasard et les coups du sort, où l'on apprend à faire la différence. Chaque enfant prie en silence, même ceux qui n'ont jamais mis les pieds au catéchisme, pour que ce soit Madame Bléton qui l'appelle. Le maître a très mauvaise réputation. Des générations d'anciens élèves traumatisés ont raconté à leurs cadets. Un fieffé salaud, qui n'hésite pas à mettre des beignes, à soulever un enfant de terre en lui agrippant le col, ni à casser des chaises contre les murs lorsqu'il est en rogne. Et chaque année, il choisit un bouc émissaire et ne le lâche pas. Plutôt un mauvais élève, alors il y a intérêt à travailler, sinon t'es mort. Madame Bléton, rangée de droite, Monsieur Pi, rangée de gauche. Ils font l'appel par ordre alphabétique. On devine des soupirs de soulagement discrets dans la rangée de droite, quelque chose dans le port de tête qui remercie le ciel, les épaules qui se relâchent, et des airs de condamnés à mort pour ceux qui rejoignent la rangée de gauche. Il y a un silence de plomb, école Pasteur, ce matin-là. Seules les voix des deux instituteurs résonnent sous le préau. Tour à tour, on appelle les élèves dont le nom commence par un A. Adam Eric, rangée de droite. Antar Sandrine, rangée de gauche. Antunes Flavio, rangée de droite. Aubagne Julie, rangée de gauche. Puis ce sont les B. Beau Nina, rangée de gauche. Beauclerc Nadège, rangée de droite. Beaulieu Étienne, rangée de gauche. Bisset Aurélien, rangée de droite. Bobin Adrien, rangée de gauche. C'est ainsi que Nina Beau, Étienne Beaulieu et Adrien Bobin sont réunis un 3 septembre 1986. Merci beaucoup.
Valérie, vous avez choisi d'avoir une fille et deux garçons. Est-ce que le roman aurait été possible ou différent si ça avait été deux filles et un garçon? Complètement différent. Et pourquoi ce choix-là précis? D'abord, le chiffre 3, il est particulier, parce qu'on dit toujours que sur 3 personnes, il y a toujours un des deux qui est lésé. C'est ce qu'on raconte, hein, toujours. Mm. Là, ils sont 3, ils ont 3 personnalités extrêmement différentes, ils sont très différents les uns des autres. Je pense que sans Nina, jamais Étienne, il le dit, hein, Adrien, jamais Étienne n'aurait regardé Adrien. C'est ce que Adrien pense, que c'est complètement faux. Peut-être que les deux garçons ne seraient pas devenus forcément potes parce qu'on a un grand Étienne très beau, très sportif dans la vie, que tout le monde regarde, que tout le monde admire, qui a l'air sûr de lui. Il a l'air. Et on a un petit Adrien tout timide, on le sent tout frêle et terriblement timide et caché toujours derrière lui-même. Et puis on a cette petite Nina, le trait d'union, qui est dans la vie, qui est mature parce que c'est une fille. On sait tous, hein, c'est pas un secret. Non, non. Les filles en avance, elles sont plus dégourdies, elles sont plus à même. Elles rentrent plus vite dans la vie, on va dire. Surtout Nina, de par son passé, sa personnalité. Et du coup, ça va être le trait d'union des deux garçons. Et ce qui me plaisait, c'est qu'ils ne se ressemblent pas. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble. En fait, ils ne se ressemblent pas. En revanche, je pense qu'ils sont liés par des mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes projections sur l'avenir. Ils s'adorent, mais ça ne s'explique pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'on s'adore? Moi, ce que j'aime bien, c'est la définition aussi qu'ils font de Nina en disant que c'est pas une sœur, c'est autre chose, c'est indéfinissable, c'est plus qu'une sœur parce que c'est eux qui l'ont choisi. Oui, comme la famille, on arrive dans une famille, point barre. En revanche, les amis, on se les choisit. C'est une famille que l'on choisit. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Vous dites qu'on croit tout savoir sur ses amis, mais en fait, au fond, on ne sait rien. Moi, je pense qu'on ne sait rien sur personne. Ouais. Moi, j'en suis voilà. Même moi-même, je ne sais rien sur moi. Peut-être dans une heure, je vais faire quelque chose d'incroyable. Je ne savais même pas que j'étais capable de le faire ou pas capable. Je vais avoir honte de moi ou je vais être contente de moi, peu importe. Je pense que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on recèle. Donc, autant vous dire que chez les autres, c'est encore plus improbable. Tu es d'accord avec ça, chérie? Je suis complètement d'accord. Voilà. Avec ça. Alors moi, je trouvais que vous étiez un peu cruel avec nous, lecteurs, parce que, et c'est aussi la force de ce roman, c'est qu'au fur et à mesure où on avance, vous nous donnez des indices supplémentaires sur les personnages, sur leur caractère. Après, vous brouillez un peu les pistes, alors on se dit, mais où elle veut en venir en fait? Est-ce que vous avez... ça a été compliqué, ça, cette construction, ou c'est venu comme ça d'un coup en disant... Ça n'a pas été compliqué, la construction, dans la mesure où moi, quand j'écris un roman, même le premier où j'étais même pas sûre d'être édité, je savais même pas si j'allais l'envoyer à un éditeur. Je pense que quand je l'écrivais, je savais que j'allais l'envoyer à un éditeur, mais je savais pas si j'aurais un lectorat, je savais pas si j'allais être prise ou quoi que ce soit. J'ai toujours écrit pour mon lecteur. Donc là, encore plus, surtout après Changer l'eau des fleurs. Et du coup, je fais absolument exprès de le perdre, de l'emmener sur des fausses pistes, qui se prennent la tête, qui se disent mais là, mais pourquoi elle fait ça? Parce que moi-même, j'adore quand un auteur me piège comme ça, un ou une auteure me piège comme ça. Donc du coup, je rends l'appareil. Je fais aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse. C'est bien fait. Je vous dis que c'est très bien fait parce que vraiment, puis on a ce petit fil rouge avec un personnage qui vient semer le trouble et on a toujours, il y a une disparition, on ne dira pas quoi. Mais ouais, non, c'est très bien fait et je me suis dit, tiens, elle a dû s'amuser, Valérie Perrin, à nous mettre à chaque fois, au fur et à mesure où on avance, des petits indices pour qu'à l'intérieur, nous, ça bouline et qu'on se dise, mais que va-t-il se passer? Donc, j'ai à peu près raison. Ça marche. Mais oui, ça marche. Elle nous balade. C'est trop bien. Et est-ce qu'un jour, on verra justement Valérie Perrin sur un polar? Un vrai polar? C'est vrai que mes romans se rapprochent de plus en plus du polar. Hein. Oui, il y a des codes. Dans Les Oubliés du dimanche, on avait quand même le corbeau dont on découvre l'identité à la toute fin. Dans Changer l'eau des fleurs, on a une enquête autour d'un événement dramatique. Et là, on a complètement un polar dès le départ. Hein. La découverte d'une voiture au fond d'un lac. Ça fait 17 ans qu'elle est au fond de ce lac. On la découvre. Il y a forcément un rapport, sans doute, avec nos 3 amis. Et puis surtout, on n'en a pas encore parlé, on a cette Virginie, cette 4e personne. La fameuse. Cette femme qui est pigiste et qui vit dans le village où ces 3 ont grandi et qui semble avoir intimement connu nos 3 amis et qui en même temps couvre ce fait divers de la voiture qu'on découvre au fond du lac. Qui est dans cette voiture? Pourquoi?
quel est le rapport avec cette histoire. Ça, c'est très. Vous C'est vraiment des choses. découvrirez. Après, moi, je suis fascinée par les faits divers. Hein. Voilà. C'est un secret pour personne. J'aime Fait entrer l'accusé, j'aime Agatha Christie, j'aime les polars. Je ne vis que pour cela. C'est vraiment ce qui me passionne le plus avec Roger Federer. Ouais. Ah ben vous allez la voir bientôt là, hein, sur les cours Roger Federer. Non, mais je l'ai eu cet après-midi et je dois vous faire une confidence. J'ai reporté les essais techniques de 10 minutes. Je vous le dis, je vous demande pardon, c'est parce que c'était la fin du match et que Roger gagnait. Vous avez eu raison. Vous avez eu... Je vous avoue tout. Tess, est-ce que sur ces 3 personnages, il y en a un que vous préférez? Et Valérie, même question d'ailleurs. Oh Est-ce là qu'il y en a un qui est... là. Ouais, je sais, elle est difficile cette question. Ouais, parce qu'on les aime vraiment. Tous les 3, ils peuvent être un personnage même. Enfin, ils sont une entité en fait à eux 3. Mais peut-être Nina par sororité, par empathie. Nina. Ouais. Et vous, Valérie? Est-ce qu'il y en a un? C'est Non. compliqué ça. Non, pour moi, Non. c'est pas C'est possible. trop compliqué. Ouais, moi, je les aime trop en fait. Pour dire je préfère. Non, c'est impossible. Et c'est facile pour vous de quitter vos personnages une fois que le roman est publié, vous les quittez facilement ou il reste encore un peu jusqu'au prochain Déjà, Violette, j'ai jamais quitté. Justine et Hélène, je sais pas encore. J'ai le sentiment qu'elles sont loin, mais en même temps, la mouette est toujours là. Et pour mes personnages, quand je veux les retrouver, quand j'ai envie d'être avec eux, je réécoute ou La vie est belle d'Indochine ou College Boy d'Indochine et immédiatement, je suis à côté d'eux. Donc, ça me permet, le lien de la musique de ces 2 morceaux d'Indochine me permet de les retrouver tout de suite, instantanément. Donc, Est-ce qu'un jour vous les convoquerez dans un livre? je m'en séparerai jamais. Est-ce qu'un jour est-ce qu'un jour vous les convoquerez tous dans un roman ou pas du tout? Parce que ça pourrait être... Après, je vous dis non, non, ça n'existe pas, mais a priori, non, je pense pas. Non. Moi, je t'empêcherai. Pourquoi? Pourquoi, Tess? Je crois qu'il ne faut pas reconvoquer les choses Tu as raison. bien. Je crois qu'il faut rester sur des bonnes notes des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que toutes les 2, vous pouvez nous donner un conseil lecture? Un livre qui vous a marqué ou que vous voulez? J'aime bien un roman de Jean-Baptiste Andréa qui s'appelle Des diables et des saints, dont je suis tombée absolument amoureuse. Et il y a un mois, j'ai lu La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert, qui est un bijou absolu, qui m'a été conseillé par un libraire en Belgique. Ça, c'est mes 2 derniers coups de cœur. Après, il y a Betty, qui est extraordinaire. Et puis, moi, je dis toujours la même chose. Je dis toujours Les Déferlantes de Claudie Gallet et Mal de pierre de Milena Agus, dont je viens. Et puis, il y a aussi John Irving, avec L'œuvre de Dieu, La part du diable. Il y en a plein. J'en parlais ce week-end, je suis allée à la Griffe Noire samedi. Et je dis, pour moi, le meilleur des polars qui existent sur la Terre, ça s'appelle Au-delà du mal. C'est un polar qui date des années 80. Et en fait, le libraire était totalement d'accord avec moi. Il me disait, je suis d'accord avec vous. Donc, Au-delà du mal, quand on aime les polars, mais regarde, il y a plein d'auteurs merveilleux. Je pense à Baptiste Beaulieu, je pense à Virginie Grimaldi, qui nous font du bien tous les jours. Agnès Lodic, tous les copains. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Julien aussi, Sandrel, enfin, tous les amis, quoi. Julien Sandrel qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Des merveilles, voilà, La Chambre des merveilles. Enfin, il y a tellement de copains, il y a tellement d'amis, il y a tellement de gens merveilleux qui écrivent. Et alors la question, les adaptations de cinéma, ça arrive ou pas pour vous? Dis-moi. Mon dernier grand coup de cœur, c'était Filles. Ah oui. C'est génial. Il faut Camille Laurence. Ouais, exactement. Ouais. Il est magnifique. Vraiment, il m'a tellement marqué, j'y pense pratiquement tous les jours. Et c'est vraiment le dernier livre que j'ai lu qui m'a chamboulé. J'en parle aussi beaucoup, c'est Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, qui a été Moi, le déclencheur de 3, carrément. Ouais. Carrément. Et pour ce qui est de l'adaptation cinématographique, les droits de Changer l'eau des fleurs, je l'ai décidé, sont partis chez un producteur européen, mais notamment dans une antenne italienne, parce qu'il faut savoir que Changer l'eau des fleurs en Italie est un phénomène absolu depuis 1 an et demi, mais vraiment absolu. C'est-à-dire que Violette Toussaint, c'est la Madone en Italie, et que du coup, je l'ai cédé aux Italiens, parce que je pense qu'ils le méritaient totalement. Et on ne sait pas encore comment ça va être adapté, mais ça va sans doute être adapté en série, ça c'est sûr. 4 fois 50 minutes ou 6 fois 50 minutes, un peu comme L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, qui est
pure réussite, une pure merveille. Voilà, suite au prochain épisode. J'en sais pas plus pour l'instant. Alors moi, je vais annoncer que Changer l'eau des fleurs va sortir chez Audiolib. Et si je suis bien renseignée, c'est Tess qui fera la lecture et ça sortira en octobre. Même moi, je Même savais moi, pas. je sais pas. Vous nous apprenez des C'est trucs. merveilleux, merveilleux. Donc voilà, donc je vous l'apprends. Et est-ce que Tess, on peut avoir la dernière lecture avant que Frédéric arrive avec les questions du public? Mais voilà, oui, c'est en octobre et voilà, comme ça, on pourra vous écouter à nouveau. Et je dois l'enregistrer bientôt. Du coup. Je n'aimais pas Clotilde Marais. J'étais sans doute jalouse de ses longues jambes fuselées qu'elle enroulait autour de la taille d'Étienne. J'ai cette image qui me revient. Elle assise sur un muret, lui debout, se roulant des pelles. Elle est en short, ses gambettes serrent ses reins à lui. Elle est pieds nus, du rouge aux ongles, pédicure parfaite. Ses spartiates dorés gisent sur le trottoir, la quintessence de la féminité. J'ai envie de la pousser, de prendre sa place, d'être elle. Bien sûr, je ne me suis pas manifestée. J'ai tracé ma route sans respirer. Clotilde Marais s'est volatilisée l'été de ses 18 ans. Quand elle a disparu, toute notre ville a été troublée. Pourquoi partir sans laisser d'explication, la moindre lettre? En même temps, cela ne m'a pas surprise outre mesure. C'était une fille hautaine et secrète. Elle n'avait pas d'amis et traînait souvent seule. J'ai envie de téléphoner à Nina au refuge pour lui raconter l'épave dans le lac. Mais jamais je ne le ferai. Juste une pulsion soudaine que je réfrène aussitôt. Quant à Étienne, je n'ose imaginer ce qu'il va ressentir en l'apprenant. Bon, ça Parfait. J'avais juste une dernière question avant que Frédéric revienne. Valérie, est-ce que c'est incompatible de boire du thé et de jouer du synthé? Parce que ça m'a beaucoup fait rire, ça. Parce que vous le soulignez. Donc, je dis, si c'est souligné, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. C'est incompatible, c'est ce que j'ai écrit? Incompatible? C'est moi qui... Non, parce que vous dites Adrien joue du synthé et boit du thé. Alors, je Oui, me demande... tous les filles adorent ça. C'est complètement compatible. Et du coup, ouais, c'est rigolo. C'est parce que ce que j'explique, c'est que souvent, on invite Nina ou Étienne et que de toute façon, par défaut, on invite Adrien. Au début, on se dit, bon, il faut qu'on se traîne un peu le boulet Adrien, sauf qu'il y a plein de filles qui aiment bien Adrien parce qu'il boit du thé et qu'il joue de la musique. Et qu'il est mystérieux. Et qu'il est mystérieux, voilà. Du coup, on se dit, il est intelligent. Oui. C'est Alain Souchon qui dit toujours, nous, on a fait de la musique pour plaire aux filles parce qu'avec Laurent, on n'était tellement pas beaux que la seule façon de leur plaire, c'était de jouer de la musique, mais c'est tellement bouleversant. Ouais, en plus, surtout venant de Alain Souchon. C'est plus facile de jouer de la guitare que du synthé, j'ai envie de dire. C'est jamais facile de jouer de la musique, jamais. C'est jamais facile, la musique. C'est très compliqué. Donc, Frédéric est de retour. De retour, non, j'arrive en fait, puisque je n'ai jamais été là. Alors, et puis on va commencer avec une première question de Claude, qui demande si vous êtes basé sur des faits réels pour construire cette histoire. Il y a toujours des faits réels dans mes romans, notamment le refuge dont je parlais, la directrice du refuge, Maude, qui est une jeune femme très belle, comme ça, qui peut aussi paraître très mystérieuse et qui est là en fait toute la journée, parce que moi c'est très facile, je suis marraine, hein. Donc ça veut dire que je passe 4 fois par an, je fais la photo, j'aide un peu, beaucoup, mais je ne suis pas là tous les jours. Vous savez ce que c'est tous les jours? On pousse les grilles, on voit les chiens, on est dans le nettoyage, on est dans le placement, parce que Maud, elle est plus dans le placement, dans la gestion, comment on va faire, quel bénévole va venir aujourd'hui pour les promener, les entendre pleurer, les placer, ne pas réussir à placer les vieux, c'est vachement douloureux. Donc c'est plutôt le contexte dont vous parlez, plutôt qu'une histoire qui serait vraiment arrivée et que vous auriez lu dans un journal, par exemple. C'est pas le contexte, c'est vraiment, moi c'est pas un contexte quand j'écris, c'est ce qu'on peut ressentir quand on vit les choses. Donc il y a ça, mais après il y a plein d'autres choses, forcément l'adolescence, la jeunesse, ça vient de questions que j'ai posées, de questions que j'ai posées autour de moi, aux enfants, aux adolescents, les questions qu'on se pose nous adultes, quand on fait le bilan, quand on a 40 ans, ça se passe sur 30 ans, ils ont 40 ans aujourd'hui, ça n'est pas du tout par hasard. Donc c'est un mélange en fait, un mélange de réalité et de fiction, toujours. On se revoit, parce que là vous êtes sur 30 ans, donc vous replongez dans l'adolescence et parfois on a oublié des choses quand on écrit, qui reviennent quand on écrit. On m'a dit, oui. Est-ce que
vous avez eu l'impression de revivre une certaine partie de votre vie en écrivant ce livre-là. J'ai plus revécu dans ce roman-là, c'est la période où Virginie, donc la narratrice, qui nous raconte l'histoire de ses 3 enfants dans la boîte de nuit que j'ai baptisée le Club 4. Peut-être que là, vraiment, j'ai retrouvé les sensations du poppers, de l'alcool, de la musique, du décor. Après, il y a plein d'autres moments, forcément, mais c'est vrai que ce moment-là, je me suis vraiment replongée dans mes propres souvenirs pour ça. Mais après, c'est distillé un peu tout le long. Alors là, j'ai Dominique qui écrit, c'est pas une question, mais c'est sympa de le lire quand même. J'attendais avec impatience le 3e opus de Valérie Perrin, tant j'avais été bouleversée par les 2 premiers romans. J'en suis à la page 284 de 3, un pavé certes, mais un véritable régal. Bravo et surtout n'arrêtez pas. Voilà, je voulais vous lire ce témoignage. D'ailleurs, à cette occasion, je rappelle qu'on peut s'emmerder copieusement avec juste 14 pages. Ça arrive. Donc, Tellement d'accord avec vous, ça ne veut rien dire en fait. voilà, c'est ça. Généralement, quand on dit un pavé et qu'il y a une grande histoire sur plusieurs années, souvent on freine des cas de fer pour ne pas avancer parce que tellement c'est bien. Alors, tiens, il y a Marie qui demande si vous pourriez écrire un rôle pour Tess. Ouais, s'il te plaît. Merci Marie. C'est une copine à vous, non Tess? Je l'ai appelée. Oui, évidemment, j'en rêve. Elle est tellement... Je suis en admiration devant ma fille. Je pense que c'est une grande comédienne, mais je ne pense pas que ce soit une grande comédienne parce que je suis sa mère. Au contraire, j'ai un regard extrêmement dur et je pense que c'est une immense comédienne. Donc évidemment, elle n'aura pas besoin de moi pour lui écrire un grand rôle. Mais oui, j'espère qu'un jour, on fera que la synchronicité du fait que je puisse la mettre en scène serait un rêve, bien évidemment. Alors, pour continuer avec cette question, Jacques dit, dans votre parcours, vous avez d'abord été scénariste. Comment est-ce que vous avez décidé de passer au roman? En fait, on ne décide pas. Je portais mon roman, Les Oubliés du Dimanche, mon premier roman, bien avant d'être scénariste. C'est un roman que j'ai porté 15 ans en moi. C'est une envie. Je l'avais commencé, je dirais, en 1999 ou 2000. Et puis après, la vie fait que ça passe, etc., etc. Mais je le portais, j'y pensais tous les jours, je l'écrivais un peu. En 2007, ma vie change et je me dis, tiens, je vais écrire un roman. Et la narratrice en sera Justine, une jeune aide-soignante en EHPAD. Et là, elle racontera l'histoire d'Hélène, de Lucien. Hélène, qui est une vieille dame qui est dans une chambre dans l'EHPAD dans lequel travaille cette jeune femme. Et puis, j'ai commencé à réécrire tout à partir de 2007. Donc, je ne l'ai pas décidé. Et puis, après 2007, j'ai commencé à écrire des scénarios, dont un scénario qui a été très important pour moi entre 2011 et 2013. J'ai travaillé 2 ans sur la structure de scénario, sur la construction. Et du coup, quand j'ai eu fini d'écrire ce film et qu'on l'a filmé et qu'on l'a réalisé, c'est Claude Lelouch qui l'a réalisé, il s'appelle Salon Thème avec Eddie Mitchell, Johnny Hallyday et Sandrine Bonner, entre autres. J'ai vu dans ma vie personnelle 6 mois devant moi où je pouvais me permettre de m'asseoir et d'écrire un roman, parce que tout le monde ne peut pas écrire un roman, tout le monde n'a pas les moyens dans la vie d'avoir 6 mois devant soi et de pouvoir écrire. Et là, moi, c'est tombé juste pile poil. Donc du coup, en 2013, j'ai écrit pendant 6 mois non-stop, j'ai fini cette histoire que je portais depuis très longtemps. Je l'ai envoyée à Albin Michel et en janvier, je signe un contrat avec Albin Michel parce qu'il y avait un coup de cœur unanime du comité de lecture de cet éditeur-là. C'est le seul auquel j'ai envoyé ce premier manuscrit. Du coup, je n'ai pas décidé, en fait, c'est la vie qui a décidé pour moi. Les éléments, tout. Une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Et d'ailleurs, la question suivante qui est d'Anna, est-ce que votre façon de concevoir les personnages s'apparente à quelque chose qu'on fait dans le scénario ou est-ce que c'est très différent? Parce que là, vous parlez d'une structure. On sent, quand vous en parlez, c'est drôle, vous disiez tout à l'heure que vous ressentiez les choses. Et quand vous parlez de la structure dans votre voix et dans votre vibration, on sent la structure qui encadre. Est-ce que c'est ça aussi pour le roman? Oui, alors je pense vraiment que mes romans sont très cinématographiques, les 3. En gros, d'abord, ils sont extrêmement dialogués. Ensuite, j'y fais la lumière, beaucoup. Comme vous disiez tout à l'heure, on a aussi les odeurs, on a les sons. Donc, je pense qu'ils sont extrêmement cinématographiques et que ça n'est pas un hasard, parce que je viens du scénario et de la photographie de plateau aussi. Donc, j'ai ce regard-là.
je vois très bien où on pose la caméra. Et c'est vrai que quelque part, dans mes 3 romans, on pourrait presque dire moteur, ça tourne. Et c'est presque ce que je fais en tant que romancière. Je fais vivre complètement mes personnages à travers des scènes de cinéma. Je ne peux pas dissocier les deux. Je sais que mes romans sont très cinématographiques. C'est indiscutable. Et je pense en scène. Oui, c'est très intéressant ça, parce que cette histoire de penser en scène, parce qu'on n'y pense pas jusqu'à ce qu'on soit confronté à la chose. Je me suis retrouvée à la Fémis pour des adaptations, pour être en stage avec des gens qui voulaient faire adaptation de leur roman. Et il y avait une linguiste qui était là, qui avait écrit un magnifique roman et qui avait beaucoup de mal à écrire des scènes. Et alors, je lui dis, mais tu les vois pas, les scènes? Elle dit, non, je pense en mots. Et c'est extraordinaire, ça veut dire que la structure du cerveau d'un romancier n'est pas toujours la même. Non, moi, Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas décrire une scène, etc. Le ressenti qu'on a quand on la lit est le même. Par contre, elle n'écrit pas du tout de la même façon que ceux qui pensent en scène. Elle était à la Fémis, donc elle veut être metteur en scène, c'est ça? Non, non, elle est linguiste et romancière et elle faisait le stage pour adapter un de ses romans. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc elle pense en mots et pas en images. Pas du tout en images. Je n'avais jamais imaginé ça, mais c'était très intéressant. Alors oui, c'est très intéressant aussi. Je ne pense pas que ça soit votre personnage qui appelle, mais elle s'appelle Nina. Et elle voudrait savoir d'où viennent ces enfants qui ont grandi seuls. On en a parlé tout à l'heure, mais d'où ça vous vient, ces enfants? Dès le début, dès Justine, il n'y a pas les parents. Violette. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais justement, elle se demande… Pourquoi est-ce que ce sont ces enfants-là qui m'intéressent? Mystère. Ah, il y a des secrets de famille. Vous n'avez pas grandi seul? Pas du tout. Non, non. Il me fascine, mais comme les mauvaises herbes, je dis toujours, les mauvaises herbes, elles poussent quoi qu'il arrive entre les failles, dans les interstices, et elles m'intéressent depuis toujours. Parce qu'on ne t'a pas planté là, et parce que malgré tout, elles ont poussé avec un peu de soleil, avec un tout petit peu de pluie. Et du coup, je les adore, ces gens-là. Je l'ai encore dit à Claude hier, et puis je le dis tous les jours, heureux sont les fêlés parce qu'il est centré la lumière. C'est une phrase d'Audiard. Il m'intéresse. Scénaristiquement et au niveau romanesque, c'est sublime, c'est sublime. J'adore les fêlés. Mais c'est exactement comme ça que sont mes personnages. Ils ne sont pas parfaits. Je déteste un qui est plus chiant que la perfection. Donc j'adore le côté sombre des gens, noirs, et en même temps lumineux, et en même temps paradoxal, et en contradiction permanente. Et c'est vrai que ces enfants-là m'intéressent beaucoup. D'ailleurs, le décor derrière vous, c'est ça. Ce sont des interstices. Oui. Il y a des choses qui peuvent pousser entre. D'ici là, d'ici la fin de l'émission, il y aura un palmier ou quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce que vous faisiez avant que vous n'écriviez? Quelle passe avait l'écriture? Pas qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, mais l'écriture, elle était là depuis l'adolescence? Vous écriviez des choses? Non, pas l'écriture, mais la lecture. D'accord. Beaucoup plus. Lire, beaucoup plus que l'écriture. Donc, à l'adolescence, vous n'écriviez pas le courrier de vos copains, des poèmes? Ça m'est arrivé plutôt sur la fin, quand je dis sur la fin, vers la 30-40 ans, des gens qui avaient besoin d'écrire un beau texte, ils faisaient appel à moi. Mais comment ils savaient? Parce qu'il y avait quelques proches, donc Katia, qui avaient lu quelques nouvelles que j'avais écrites pour des concours et qui faisaient appel à moi pour l'écriture. C'était plus ça. Ouais. Ok, donc vous n'écriviez pas et vous aviez écrit des nouvelles pour des concours. Ok, on aura compris. En tout cas, Valérie, elle écrit très bien les discours de mariage. Hein. Comment? Je dis, vous écrivez très bien les discours de mariage. Ouais. Oh là là. Ouais. Lire ça, par exemple, à voix haute, c'est horrible. En fait, tu fais que pleurer, tu te dis, faut pas que ça s'entende, faut pas que ça s'entende. Et j'avais le mec qui m'enregistrait, Jean-Paul.
que j'embrasse, qui pleurait aussi. Donc il était là, et après on n'arrivait plus à parler en disant on fait une pause et tout. C'est tellement compliqué, c'est tellement beau. Oh là là. C'est vrai qu'il est émouvant, il est émouvant ce discours, hein, mais il est très bien fait. Hein. Donc, si vous avez besoin d'un discours de mariage, adressez-vous à Valérie. Non, il y a 284 messages qui ont besoin d'un discours de mariage pour le mois de juillet. On va s'arrêter là. Hein. On ne va pas lui faire ça. Revenons au titre. On dit que 3, c'est 2 contre 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. Parce que je ne pense pas qu'il y en ait 2 contre 1. Je n'ai pas du tout pensé à ça quand j'ai commencé à écrire ce roman. Non, c'était vraiment 3, la Trinité, c'était la symbolique, les 3 doigts de la main. On en a parlé au début, l'hommage au 3e album d'Indochine qui fait que d'un coup ils explosent complètement, et puis qu'il y a 3 nuits par semaine, tes yeux noirs, voilà, 3e sexe. Et puis je voulais vraiment, j'avais envie d'un titre très court. Voilà. Après les oubliés du dimanche, changer des fleurs, voilà, je voulais absolument un titre court. Et puis 3, j'avais choisi très très tôt cette photo dont j'avais vraiment flashé. J'avais vu cette photo des 3 enfants qui se jettent dans l'eau comme ça. Je me suis dit, mais ça, c'est mon roman. Et d'ailleurs, on a essayé plein d'autres possibilités, mais on est revenu à cette photo-là. Avec l'idée d'Albin Michel de rajouter un peu d'eau en dessous du bleu. Enfin, je la trouve très belle, cette couverture. Et très intemporelle, et aussi très importante pour moi. Pas par rapport aux oubliés du dimanche, mais surtout par rapport à Changer des fleurs, une couverture qui parle autant aux hommes qu'aux femmes, parce que j'ai un gros lectorat masculin, et ils ne peuvent pas se reconnaître dans une couverture comme celle de Changer des fleurs sur le grand format. On a du rose, du vert, en plus ça sent un peu le feel good, ce qui n'est absolument pas le cas de mes 3 romans. Et du coup, je voulais vraiment casser quelque chose. Voilà. Je ne veux absolument pas être dans une zone de confort, moi. Je ne serai plus jamais une artiste le jour où je vais sentir que je suis plan-plan et que je suis dans une zone de confort. Jamais. Vous aurez un petit tailleur rose bien. Non, c'est dans une autre vie. Dans une autre vie, ça. C'est pas moi. Non, elle est très été, cette couverture. Mais je pense que l'histoire de 2 contre 1, on a une sorte de réflexe Julie Jim, vous voyez? C'est ça, quand on voit 3. 2 garçons, une fille. Mais c'est pas du tout ça. Hein. Ouais, parce que Catherine, dans Julie Jim, elle est amoureuse des 2, elle ne sait pas. Oui, c'est ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que c'était bien de préciser avec cette question, parce que du coup, on continue le mystère. C'est pas du tout ce que vous pensez. Oui. Eh bien, moi, je n'ai plus de questions, Nathalie. Moi, je voudrais juste lire un message à Valérie. C'est notre libraire partenaire de ce soir, c'est Philippe Fournier, qui vous embrasse. Et nous, on le salue. Il est dans sa maison de la presse à Mérignac. Il est encore en train de travailler, donc on l'embrasse. Et il était libraire partenaire. Je vous embrasse et je vous aime. Et on était toutes les 2 avec Stéphanie, qui travaille chez Albin Michel. On est toutes les 3. Une des premières signatures que j'ai fait il y a un mois à Mérignac. Et c'était insensé. Oui. Il y a eu beaucoup de monde, et puis comme d'habitude, des gens merveilleux. Voilà. Alors, la musique a tellement d'importance dans ce livre, et vous avez la chance d'avoir une fille comédienne. On attend une lecture musicale, évidemment. Il faut monter ça au théâtre. Je ne sais pas, aux Maisons de la Poésie ou ailleurs, mais… Je suis totalement d'accord avec vous, c'est une super idée. Ah, je sens que ça chemine. Tellement. En tout cas, il est là, l'audiolib. Il est disponible donc chez Philippe, dans toutes les librairies. Vous n'hésitez pas à commander auprès de votre libraire, ce qui n'ont pas toujours les tourniquets avec les livres audio. Voilà, vous pouvez leur commander. Et donc, il est là, il est magnifique. Donc, on va l'ouvrir parce que certains. Alors, j'ai enlevé le disque parce qu'il était là, mais ça se présente comme ça, un livre audio. Souvent, on me dit, ouais, vous n'avez pas montré comment ça. Voilà, donc il est là et on peut même l'écouter dans sa voiture. C'est très pratique. Mais il faut le répéter, c'est vraiment des sensations différentes. Oui. C'est très intéressant d'ailleurs d'écouter un livre qu'on a déjà lu ou d'écouter directement un livre qu'on n'a pas lu. On n'a pas du tout les mêmes sensations. C'est très intéressant. C'est sans doute comme… J'aime bien dire, ne lisez pas, écoutez-le, mais lisez-le quand même, parce que je trouve que la lecture, avant ou après, peu importe, je trouve que ça apporte un éclairage. La lecture apporte vraiment un éclairage au texte, vraiment. D'abord, on se laisse porter aussi. Quand on lit, on est actif. Alors que quand on est voilà, juste avec un casque et qu'on écoute la voix comme ça, on se laisse vraiment porter, l'imagination part, c'est très différent.
Avant de vous donner le mot de la fin, mesdames, je vais juste dire que demain, on se retrouve à 19h avec Annie Cohen-Solal pour la rencontre qui avait été reportée de la semaine dernière. Et c'est pour le livre Un étranger nommé Picasso qui est sorti aux éditions Fayard. Valérie Tess, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vais vous laisser le mot de conclusion si vous le voulez bien. Merci à vous, c'était trop bien. Ouais. Ça a passé très vite. Ouais. 1 heure, ça passe très Vraiment, vite. ouais. On a essayé d'être le plus concis sans rien dévoiler parce que vraiment, donc soit lisez en papier, soit écoutez. Vous allez voir. Soit les deux. Oui, les deux, vous pouvez faire les deux, voilà. En tout cas, c'est un roman fantastique et merveilleux. On replonge dans notre adolescence, donc rien que pour ça, c'est génial. C'est une vraie histoire d'amitié. Il y a un balayage sur tous les problèmes sociétaux, j'ai envie de dire, mais c'est surtout amitié avec un grand A. Et un grand merci à Valérie Perrin, parce qu'elle ne dit rien, elle est très discrète, mais elle a quand même eu 13 prix pour les oubliés du dimanche. Elle a eu le prix Maison de la Presse avec Changer l'eau des fleurs, et on vous souhaite plein de consécrations avec 3. Et voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt en librairie, j'espère. Merci de nous avoir reçus. Merci. À bientôt.